chers collègues, chers amis, je tiens à remercier vivement tous ceux et celles qui ont bien voulu nous faire l'amitié d'assister à cette rencontre et sans doute de préférer les plaisirs du débat intellectuel à la ferveur des stades et du foot, qui est aujourd'hui l'événement principal. Un grand merci aussi à mes amis Saad Al-Siti, un de nos historiens les plus inventifs et les plus subtils, dont le dernier livre a été présenté ici même le jeudi dernier, le dernier livre Min'am américain. Et aussi mon ami c'est Ahmed Al-Alami, professeur de philosophie à l'université de Tufayl, auteur de nombreux travaux sur la philosophie de Spinoza et aussi sur Ilm al-Kalam, la théologie musulmane, aussi bien dans sa version ash'arite que sa version mu'tazilite. Et évidemment, je les remercie pour avoir bien voulu, il y a plusieurs mois, accepter de lire le livre de Salim Mzranni et de le discuter, d'échanger avec lui, avec nous, de le présenter, puisque malheureusement le Maghreb des livres n'existe pas encore. Il est difficile aujourd'hui d'avoir des publications tunisiennes au Maroc et de pouvoir les distribuer ou les présenter aux lecteurs. Donc on a eu quelques exemplaires que Salim Mzranni a apportés, donc ils étaient très vite vendus, malheureusement. Et je suis surtout ravi que mon ami Salim Mzranni accepte une nouvelle fois l'invitation de la Fondation pour échanger et débattre avec les chercheurs marocains. Cela d'autant plus qu'il connaît cette maison depuis... il nous a rappelé la date du colloque, le droit et son environnement social au Maghreb. C'était un colloque de 1987. Et donc, merci encore une fois. Salim Mzranni est un éminent juriste tunisien qui a enseigné à l'université de Tunis 2 et à celle de Paris-Panthéon-Sorbonne. On lui doit de nombreux travaux. Nous avons essayé de présenter un échantillon de ses publications à l'entrée de cette salle. Là, vous avez une idée sur ses centres d'intérêt et ses problématiques en quelque sorte. On dit parfois qu'un bon juriste est un juriste qui ne s'arrête pas au droit. Et ce pour la simple raison que comme l'historien ne saurait se limiter à l'archive et à la chronologie des événements, le juriste ne peut se contenter d'une approche dogmatique et technicienne du droit. Mais il a intérêt à s'intéresser évidemment aux conditions sociales et politiques et culturelles de sa production. Salim Mzranni fait partie de ces juristes qui acceptent volontiers de quitter leur zone de confort et d'adopter une approche pluridisciplinaire. Ce livre, comme les autres livres, l'illustre bien, dont il appliquait dans ses recherches. Entreprise certes difficile, exigeante au plan intellectuel et épistémologique. Ce n'est donc pas étonnant qu'il soit, ce genre de juristes soit peu nombreux. Ils sont encore moins nombreux au Maroc qu'en Tunisie. Croyez-moi. Salim Mzranni est sans doute un des principaux maîtres de cette école tunisienne, à côté des retraités Mohamed Chafi, Ayyad Ben Achour, Slim El-Ghmani et d'autres encore, qui ont su ouvrir la pensée juridique aux sciences humaines et sociales et approcher le droit dans son environnement social, politique et culturel. Avant de céder la parole à mes amis, Saad Al-Siti et Ahmed Al-Alami, pour vous présenter un peu le contenu et la problématique du livre et leur lecture, je souhaite dire quelques mots à propos de la problématique générale qui sous-tend les derniers travaux de Salim Mzranni. Je pense notamment aux deux derniers livres, L'État inachevé qui est sorti chez Gallimard en 2011, au moment même du printemps arabe, et La tentation faciliste, l'ouvrage dont on va débattre aujourd'hui. Certains parmi vous
connaissent peut-être la fameuse définition de la crise qu'on trouve dans les cahiers de prison de Gramsci. La crise, disait Gramsci, consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés. Le cœur de la réflexion d'Ali Mizrani se situe dans l'analyse rigoureuse, méthodique et implacable de cet interrègne que représente le moment moderne des sociétés arabo-musulmanes. Cette transition commence symboliquement avec la campagne du général Bonaparte, 1798, et elle se poursuit avec l'épisode colonial, les mouvements nationalistes, l'édification des États-nations modernes, en passant par les différentes expressions idéologiques qu'ont connues ces sociétés au cours du XXe siècle et au début du XXIe. Déjà, dans l'ouvrage publié en 2011, il pose la problématique centrale de l'ouvrage dont on va débattre aujourd'hui. Il dit, je cite sa phrase, « La société arabe est doublement hétéronome ». Après, on va expliquer l'hétéronomie de ces sociétés. C'est-à-dire, ils reçoivent leur ordre du ciel, en quelque sorte. Ils n'ont pas encore séparé le ciel de la terre. Lieu où se croisent deux paradigmes, deux fondations relevant de deux temporalités, la tradition et la modernité. Révélation et campagne, justement, du général Bonaparte. Un tel croisement laisse peu de place au présent définissable par lui-même. Il fait évanouir le futur insaisissable et il souligne « c'est le temps que les sociétés arabes ne maîtrisent pas ». Et cette phrase, justement, annonce le sujet du prochain livre, celui sur la tentation passéiste. L'idée centrale de ces travaux est de montrer que si l'État est resté inachevé dans le moment moderne de ces sociétés arabes, s'ils n'ont pas pu se détacher de leur passé en le rendant à l'histoire, comme les autres nations, comme les autres cultures, pour se réconcilier avec le temps du monde et d'y construire leur avenir, c'est qu'ils n'ont pas su ni voulu procéder aux ruptures fondamentales qu'exige l'aventure moderne. Ali Mizrani rejette la conception historiciste selon laquelle l'État moderne, l'État de droit, serait le fruit aléatoire de la contingence de l'évolution historique des sociétés. Il ne suffit pas d'imiter, de s'acculturer spontanément à l'Occident. La modernité pour Ali Mizrani ne se réduit pas à une série de biens matériels et des institutions de façade, mais exige une refonte en profondeur de la pensée, de l'éducation, une mutation qui embrasse tous les tos même du corps social. Les tanzimat, la réforme, le réformisme, la sécularisation latente ou muette sont sans doute réels dans nos sociétés. Ils sont sans doute nécessaires, mais pas suffisants à ses yeux. Il écrit « La construction de l'état de droit dépendra en grande partie de la capacité des sociétés à clarifier leur rapport à la modernité et à redéfinir le statut de leur passé. » Autrement dit, l'aventure moderne des sociétés arabes doit cesser d'être ambiguë. Il faut clarifier les choses. Elle a un prix et il faut le payer. C'est animé par cette quête d'une refonte de la pensée qu'il a entrepris ce travail sur les ressorts, les racines culturelles, religieuses, théologiques, philosophiques du rapport au passé et au temps en général, afin d'analyser les diverses formes de morbidité dont parle Gramsci et qui entravent la modernisation des sociétés arabes contemporaines. Et merci. Je cède la parole maintenant à mes amis qui vont aller en profondeur dans l'analyse de ces livres. C'est Abdel Ahad, quelques dimanches.
حين اقترح علي الزميل والصديق محمد نجار المساهمة في هذه الجلسة فقد قبلت بدون تردد لسبب واحد أساسي، وهو الاشتغال حول قضية الزمن، أن موضوع الزمن، لأنني لم أكن أعرف الأعمال الأخرى للأستاذ مزغني. بعد ذلك قرأت الكتاب بمتعة مزدوجة، أولا لأنني وجدت نفسي كقارئ أمام عمل فكري قوي وملهم ومحفز ستيمولان من جهة، ثم أمام عمل يتقاطع في بعض جوانبه مع عملي الشخصي دون أن يكون أحدنا على علم بما يعمل الآخر، وهو مسألة كاشفة مؤشرة على قضية التواصل، على غياب التواصل داخل الجماعة العلمية المغاربية، لكي لا نقول والعربية. إذا نحن هنا أمام تقاطع كما قلت، ولا التقاطع يعني الاختلاف. فبالنسبة لعملي الشخصي كان في الكتاب الأخير من عام الفيل إلى عام الأمريكان، كان انتقال من التاريخ إلى الأنثروبولوجيا التاريخية من خلال عمل مهدت له في مجموعة من المقالات ذات البعد النظري، مثل مقال أخبار المناقب ومناقب الأخبار المنشور في كتاب جماعي حول أدب المناقب، تاريخ وأدب المناقب، مقال دلالات الخراب في الأدب الجغرافي الوسيط منشور في كتاب التاريخ واللسانيات، ومقال له عنوان يلمح إلى الكتاب الحالي، وهو مقال عنوانه زمن الأصل وزمن التاريخ، وهو منشور في مجلة مقدمات منذ عدة سنوات. إذن لم أكن أشتغل في البداية بشكل واعٍ حول التاريخ، حول الزمن، ولكن توصلت إلى ذلك خلال العمل، وتوصلت إلى اقتراح نموذج ينبني على وجود ثلاثة أزمنة، وهي الزمن في المغرب في الكتابة التاريخية المغربية، الزمن وفي الثقافة الشفوية، الزمن الزراعي والزمن المنقبي وزمن القيامة، زمن الإسكاتولوجي. إذن الأصل في الاهتمام بالزمن كان في الواقع هو الاهتمام بالكتابة التاريخية التقليدية وبتداخل النصوص، لانترتكستواليتي كما تقول الدراسة الأدبية، ووجود بعض الأجناس المؤطرة des genres structurés. إذن بالنسبة لعلي مزغني كان الانتقال من القانون إلى المقالة الفكرية، المقالة الفكرية المنفتحة على مجموعة من الروافد والحقول والتخصصات، وعوض الانتقال من الماضي إلى ثوابت لا زالت حاضرة في الثقافة التاريخية المغربية، وهي قضية هذا الثلاثي، الزمن الزراعي، الزمن المنقبي، هنا كان الانتقال عند المؤلف من راهن التجربة التونسية ومآلات الثورة التونسية إلى الجذور التاريخية لعلاقة المجتمعات المسلمة بماضيها. ينبغي أن أعترف بأنني لم أتمكن من الإحاطة بموضوع الكتاب في كل طبقاته أو في كل عناصره، لذلك ولم أتمكن كذلك من الحسم في تعريب عدد من المصطلحات التي ابتكرها المؤلف. لذلك سوف أكتفي باقتراح مداخل أو مفاتيح مؤقتة لإشراككم في متعة هذه القراءة، وسوف أجازف كذلك بنقلكم أكثر من مرة بين اللغتين. سوف
يعني سوف أنحو يعني العرض ينقسم إلى 3 لحظات. أولا أطروحة الكتاب، ثانيا هندسة الكتاب ونحت المفاهيم، ثالثا بعض التساؤلات لاقتراح مناقشة ممكنة لهذا الكتاب. إذن الأطروحة أقتطف هنا فقرة من مقدمة الكتاب لأنها تكثف مضمون الأطروحة. parce qu'elles n'ont هو يتكلم عن les sociétés d'islam, parce qu'elles n'ont pas encore clairement élucidé leur rapport à l'histoire, elles n'ont pu ni voulu donner au passé le statut de passé. Elles sont malades de leur présent, qu'elles ne veulent pas vivre et voir, ou qu'elles voient et vivent à travers le prisme de leur passé. Elles manquent de perspectives d'avenir, puisqu'elles le corrompent et le pervertissent par leur rejet du temps moderne et de ses valeurs. أظن أنها فقرة فعلا كثيفة. إذن الصعوبات التي تواجهها هذه المجتمعات مع حاضرها تدفع بها إلى استحضار مضخم ومختزل لماضيها، وبذلك يصعب عليها تمثل الماضي كما كان وتمثل الحاضر وتمثل مستقبل ممكن أو مستقبل ملائم. إذن كاين هناك فكرة التضخيم قيمة الماضي، لا سورفالوريزاسيون دو باسي. هذه مسألة أساسية. عادة نتكلم عن أسطرة الماضي، ميتيفيكاسيون، الآن هو يقول سورفالوريزاسيون. وهناك أزمنة هي التي تساعد الذهنية الجماعية على هذا التضخيم، وهو ما يسميه إذن le temps théologique, le temps liturgique ou le temps historique. Un certain temps historique. سنعود إلى هذه النقطة فيما بعد. إذن عند الانتهاء من قراءة الكتاب أحسست بأن هناك نصا نظريا مرجعيا حاوره المؤلف باستمرار من خلال الكتاب، وهو النص النظري للمفكر الألماني غينار كوزيليك، الذي ألف كتابا معروفا في مجال ما سماه هذا المؤلف لا سيمانتيك دي طون هيستوريك، وهو كتاب لو باسي لو فيتور باسي، لو فيتور باسي. وعنده كتاب آخر اسمه ليكسبيريونس دو ليستوار. يعني هذا المؤلف يقول بصفة عامة، الكتاب ضخم وكثيف، أنه ما انطلق منه هو أن أوروبا، المجتمعات الأوروبية عرفت في القرن ال18 انتقالا من هيمنة الماضي على الوعي بالزمن إلى هيمنة المستقبل على الوعي بالزمن. وبالتالي بعد أن كان الماضي هو اللي غادي يسميه مزغني تراديسيون كما يقول عبد الله العلوي السنة، يعني بعد أن كان الماضي يهيمن على تمثل الحاضر وعلى تمثل المستقبل، أصبح المستقبل هو الذي يؤطر وعي هذه المجتمعات بالماضي، أي بالوعي، يعني في مستوى الوعي التاريخي. فبالتالي إذن ماذا نعني بالمستقبل؟ نحن في القرن ال18، عصر فكر الأنوار ثم الثورة الفرنسية إلى آخره. إذن المستقبل هو التقدم، هو الانعتاق، هو الثورة والحرية، دولة المواطنة والعلم. إذن هذا اختصار لنموذج كوزيليك. أنا صراحة عندما كنت قد قرأت بعض أعمال كوزيليك وأعمال لمؤرخ فرنسي كتب نوعا من التكملة لنموذج كوزيليك وهو فرانسوا هارتوغ. فرانسوا هارتوغ كتب كتابا يقول فيه أنه بعد قرنين من بداية هذا المسلسل
هذا المسلسل يقول نقولوا الثورة الفرنسية 1789، سقوط جدار برلين 1989 يعني قرنان. بعد ذلك لم يعد المستقبل هو الذي يهيمن على تمثل الماضي، بل أصبح هناك هيمنة الحاضر. هنا هيمنة ثم نحت كلمة لو بريزونتيزم. البريزونتيزم هيمنة الحاضر، بمعنى أنه لم يعد في المجتمعات الغربية مستقبل واضح أو أفق واضح أو تطلع واضح نحو مستقبل ممكن. إذا قلت لما قرأت هذين العملين كنت أقول أتمنى أن أجي أقرأ في يوم ما كتابا يؤصل التجربة العربية الإسلامية انطلاقا من هذا المفهوم. وفعلا الكتاب الذي نحن بصدده قام بهذا المجهود. إذا بصفة عامة في المجتمعات الغربية كان هناك عبور إلى هيمنة المستقبل. المجتمعات المسلمة أو العربية المسلمة الإسلامية، سنعود إلى هذا التساؤل. إذا كان هناك في أوروبا عبور إلى نمط جديد. بالنسبة لمجتمعاتنا هناك ما سماه مزغني une transition qui n'en finit pas، c'est-à-dire يعني وضعية انتقالية لا تنتهي. إذا كيف حلل المؤلف هذه الوضعية؟ إذا وضعية المجتمعات المسلمة أو العربية الإسلامية كان بالإمكان أن يلجأ إلى نموذج مركب، أن يقول مثلا هناك ماض مركب كما قال بول باسكون بأن عندنا مجتمع مركب، سوسيتي كومبوزيت، une temporalité composite. لكنه اختار نموذجا آخر، والنموذج الآخر هو ما سماه لا ديسكروني. هذه الكلمة ديسكروني صراحة لم أكن أعرفها، لم ألتقي بها فيما قبل. ديسكروني مبنية على نموذج نقولوا لوتوبي لا ديستوبي الآن في الدراسات الأدبية. لوتوبي هو التخيل فلسفي أدبي لمجتمع مثالي، ولا ديستوبي هي أورويل، جورج أورويل 1984، هي تخيل فلسفي أدبي لمجتمع مخيف أو مجتمع مرعب. إذا هنا كاين لا ديسكروني هي اختلال العلاقة، اختلال مرضي سنرى هنا في العلاقة مع الماضي. يعني لا ديسكروني هكذا عرفها مزغني، يقول لا ديسكروني، هذه الفقرات أظن كذلك قوية. ce manque d'adaptation au temps, cette confusion des dates et cette perte de repères chronologiques est une pathologie qui s'ajoute à la schizophrénie, qui est à la fois perte du contact avec la réalité, dédoublement de la personnalité et mixture sans cohérence d'éléments contradictoires et irréductibles. Il y a dans les deux cas un trouble de la mémoire, une forme de paranoïa, un fractionnement de l'esprit et du corps, une approximation dans le discernement, une identité hésitante et incertaine, une inadaptation à l'environnement. يعني المهجم الطبي حاضر بقوة، مهجم المرض، ولكن يعبر أظن عن تحسر وعن شعور نوع من الغضب إذا شئنا أمام هذه القضايا، أما قضية العلاقة مجتمعاتنا مع الزمن. إذن هذا بالنسبة للأطروحة. بالنسبة للكتاب نلاحظ أن هندسته ترافقها هندسة ثانية، وهي هندسة المصطلحات أو هندسة معجم نظري مهم. القسم الأول une société entre deux temps، فيه جوج ديال حواير، l'heure du monde ou le temps liturgique.
إذا بالنسبة لساعة العالم، قياس الزمن تناول فيه المؤلف قياس الزمن، يعني لي تكنيك دو ميزور دو طون، وإذاعة الزمن لا ديفوزيون دو طون. وهنا اللي ما نلخصش كل شيء، هو اللي مهم كان حسيت به هو مثلا ذلك الانتقال الذي قام به العرب والمسلمون من الإدراك الحسي للزمن إلى الزمن الاصطناعي، لو طون ارتيفيسيال القائم على المعرفة، لو سافوار. يعني هذا جانب يقول أنه من بعد التألق الذي عرفته هذه المجتمعات من القرن التاسع إلى الحادي عشر الميلاديين، سنعود لهذه النقطة فيما بعد. إذن يقول أنه نجد هذه المجتمعات تنتقل من وضعية الابتكار إلى وضعية الاستهلاك وإلى وضعية الركود. الزمن الطقس الديني، هذا لو طون ليتورجيك هو اللي أحسست بتقاطع كبير، لأنني خصصت في كتابي فصل الأول، فصل سميته زمن الثقافة التأسيسية، ولكن هو اشتغل بدقة أكبر، لأنه بالنسبة لكتابي كانت مسألة فقط توطين لصلب الموضوع اللي هو شيء آخر. هي قضية ديال مثلا الشهر القمري والشهر الشمسي النسي، التقويم الهجري. إذا يعني هذا بالنسبة لزمن الطقس الديني. في القسم الثاني اللي كان في نظري مهم هو اشتغال المؤلف حول معجم الزمن في التراث، معجم الزمن في النص القرآني، في الفلسفة، في علم الكلام إلى آخره، وسميته المعجم التراثي للزمن. فاهتم بعدد كبير من المصطلحات، أذكر من بينها الدهر، الآن اللي هو أساسي هذه القضية ديال الآن والآنات، الحين، الزمن. واللي أساسي هنا هو أنه في هذه عبر كل هذه المصطلحات نجد أن الزمن لا يمكن أن يفهم كمسلسل أو كمسار أو بوجود علاقات سببية أو كلمة هذه العلة والسبب، بل هي وحدات منفصلة. يعني la recherche de la causalité a été exclue, les événements étant saisis dans leur individualité et leur instantanéité et non pas dans leur continuité temporelle, il y a une succession sans lien. وهذه مسألة في التمثل الزمن مهمة، في التاريخ مهمة، ولها علاقة في الكتابة التاريخية التقليدية بكلمة الخبر، لأن الخبر هي أساس التاريخ، الكتابة التاريخية. والخبر لا يحتاج أو لا يقيم علاقة بين خبر وخبر آخر، أي ما نسميه الآن بين حدث وحدث آخر. وهناك كلمة قوية، عبارة قوية عند المؤلف، يقول il y a une action, le temps a une action nulle, l'action nulle du temps. طبعا هذه مسألة لها وزن كبير في الوعي أو في الوعي بالزمن. في القسم الثالث l'ordre des temps، نظام الأزمنة. وهنا نكتشف أشياء قوية، مثلا في اللغة، إذا الأزمنة في اللغة. نكتشف مثلا أن اللغة حين تتكلم عن المستقبل فهي فيها كلمة، فيها مضمون التوجس، هناك توجس من المستقبل. ثم هناك علاقة مع الماضي في النظام التقليدي. اخترت أن أقرأ كذلك فقرة قوية جدا حول هذه النقطة. يقول la possibilité de revenir au passé ou de le faire revenir, d'y rester ou de le faire se maintenir est alors concevable. يعني هذا في النمط النيت ديال كوزيليك. Puisque le flux des événements est indifférent, l'unité du temps étant réductible dans la tradition au seul passé. Ce dernier fait à la fois le présent et l'avenir, les absorbant pour faire le temps, ou plutôt l'intemporalité du temps. يعني زمن بدون زمنية.
Mais si le temps 1 de la tradition est unique, celui de la modernité est pluriel. أظن فقرة يعني عجبتني كثيرا وهي تلخص هذه المسألة ديال النموذج الذي وصفه كوزيليك في كتابه Le futur passé. إذا هناك كذلك صور الزمن الدائري السيكل، الزمن الخطي الذي اعتبره مزغني هو الزمن الإسكاتولوجي، رغم أنني أظن أن الزمن الإسكاتولوجي في الثقافة الإسلامية هو كذلك دائري، لأنه فيه استرجاع ما يسمى بعقاب الأولين الذي نصت عليه يعني القصص القرآني، الذي نص عليه القصص القرآني أن علامات الساعة هي في آن واحد، تذكر بالكوارث التي أصيبت بها الشعوب الأولى التي لم تستجب لرسائل أنبيائها. وفي القسم الرابع كونتر تون فهو كذلك هي عمليا هي ثورات الربيع العربي. يعني هنا تأمل في ما حصل في تونس بالأساس وكذلك في دول أخرى، هي ذاك ما نسميه هنا كاين واحد الثنائية أظن أنه تتمنى أن يتناولها ولو بإيجاز بتوضيحها أكثر أستاذ علي، وهي ثنائية l'involution et le principe de non-régression. يعني l'involution واش هي نقوص تراجع، la régression. إذا كلمة involution et non-régression ou le principe de non-régression هو في الواقع البرانسيب هذا نظن مسألة مهمة، لأنها حاول أن يفسر بها ما يحدث الآن من ناحية التراجعات التي حصلت في التجربة التونسية ومن ورائها كذلك تجارب أخرى. ويختم المؤلف بالتأكيد على أهمية التعليم، أنه التعليم يعني هو الوسيلة الأساسية في راهنا للعودة إلى أو لإذاعة أو لبث يعني فكر مخالف وعلاقة مخالفة مع الماضي. ويذكر مسألة مهمة، وهي أن الابتكار العربي في مجال العلوم، الشخصيات التي لمعت في تاريخ العلوم على المستوى الكوني لا يعرفها الشباب، أو حتى إذا ذكرت فهي تذكر بطريقة شعائرية يعني ريتوال، وهي شخصيات ابن الهيثم مؤسس علم البصريات، البيروني في تاريخ الزمن في ثقافات مختلفة، ابن شاطر، الجاحظ، المعري، ابن رشد، ابن خلدون. نتكلم كثيرا عن ابن خلدون، أنا شخصيا اكتشفت ابن البيروني حين اشتغلت حول هذا الكتاب، ولكن المهم أنه يؤكد كثيرا على دور التعليم. إذن الآن وصلت إلى المناقشة. إذن بالنسبة للمناقشة أو للتبعات حول الكتاب، أولا مما لا شك فيه أننا أمام إضافة نوعية إلى جانب الأعمال التي أعمال أخرى تناولت أصول الانحباس في الثقافة العربية. وأذكر هنا الأسماء التي قرأتها في مستوى الثقافة التاريخية العربية أو السنة التاريخية، هي أعمال عزيز العظمة وعبد الله العلوي وطريف الخالدي. أذكر مثلا في القضية ديال العلوي الفرق بين تراديسيون، ما قاله الشهير تراديسيون et traditionnalisation، ثم في كتابه السنة والإصلاح يعني أنا وجدت في هذا الكتاب مقاربة أنثروبولوجية لتشييد كيف تم تشييد السنة، يعني السنة بمعناها متعدد الأوجه. إذن هذا جانب. الجانب الثاني هو أنني
أجازف بأن أسأل أو أتساءل مع علي مزغني انطلاقا من عنوان الكتاب La tentation passéiste des sociétés musulmanes à l'épreuve du temps. أليس في الكتاب قدر من la tentation essentialiste. يعني la tentation essentialiste يعني بعد إغراء الماضوية ألم ليس في الكتاب إغراء الجوهرانية، وهي تعود هذه المسألة تعود بنا إلى قضية المجال وقضية الزمن وقضية الحدث. حين نقول مثلا أن في الكتاب أنه تراجعت المجتمعات المسلمة بعد القرن الثاني عشر هكذا، أليس هناك نوع من الالتباس بين الإسلام والإسلام العربي؟ لأنه الآن نعرف خلال أعمال مارشال هولسون وآخرين أن الإسلام بعد القرن الثاني عشر لم يكن ركودا، يعني خطا ملسا من الركود، يعني هذا سؤال. ثم حين نقول يعني في الكتاب هناك يعني نحس أحيانا بالفضول لمقارنة، كاين هناك مقارنات، ولكن ليست هناك مقارنات في المرحلة الانتقالية أو بداية المرحلة الانتقالية اللي شرحها السي جوزار، لأن هناك إذن في العنوان المجتمعات المسلمة، ثم تونس هذه واضحة لأن تجربة الانطلاق، المجتمعات العربية، ثم أحيانا المجتمعات العربية الإسلامية، ثم داخل المجتمعات العربية الإسلامية أو المجتمعات المسلمة يقول أنا أتحدث عن السنة الأشعرية. فإذا هنا هل السنة غير الأشعرية، كيف اشتغلت السنة غير الأشعرية حول الزمان، كيف تعاملت مع الزمان؟ ثم إذا أخذنا مثلا المرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة يعني المرحلة التي بدأت مع التدخل الأوروبي في القرن التاسع عشر، كيف تعامل الإسلام الآسيوي، كيف تعامل الإسلام الآسيوي مع الزمان. ثم إذا استحضرنا الآن بلدانا مثل إيران أو تركيا أو الخليج العربي أو المغرب الكبير، يعني هذه البلدان كلها كنماذج، ألم تخرج بعض هذه المجتمعات من الوضعية الانتقالية التي لا تنتهي؟ وشكرا. شكرا سي عام سي احمد العالمي، تفضل كلمه تفاهت فيها. شكرا الصديق العزيز السي محمد صغير جنجار. Merci beaucoup de m'avoir proposé venir cet après-midi pour présenter le livre de notre collègue et ami tunisien Ali Mzghani sur la tentation passéiste, les sociétés musulmanes à l'épreuve du temps. Alors, après les deux premières interventions excellentes qui ont présenté le livre, il me semble un peu difficile de revenir sur les idées qui sont déjà présentées par mes deux collègues. Donc, je vais très brièvement ajouter quelque chose, puis après, je voudrais passer directement à quelques remarques, quelques discussions que j'aimerais bien, sur lesquelles on voudrait bien tous penser. Je crois que l'intérêt pour ce livre, c'est d'abord l'approche que je trouve novatrice de notre ami Ali Mzghani. Je n'ai pas lu beaucoup de ce qui a été écrit sur la pensée arabe moderne, mais il me semble malgré tout que l'approche à travers le temps est vraiment nouvelle chez notre collègue. Donc c'est très bien. Et ça ouvre, évidemment, je crois, ce livre-là, ce n'est que le début d'un chantier que tout le monde doit
travailler, il doit visiter et revisiter. Donc, à travers le concept du temps, M. Ali Mizrani essaie de disséquer la société musulmane contemporaine. Et le souffle animé par ce livre, comme ça a été signalé un peu plus tôt, c'est un souffle moderniste qui appelle au progrès, à dépasser le passéisme, vers quelque chose d'autre, et ne pas rester prisonnier d'un passé lointain qui peut-être a été à une époque glorieuse, mais qui ne correspond plus aux exigences, aux contraintes d'aujourd'hui. Donc, les idées qui sont très progressistes, notre collègue, il faudrait que nos sociétés vivent sans leur temps, que la foi ne dirige plus nos actions, que la loi prenne le dessus, la loi évidemment qui est établie par un consensus et par des règles au sein de la société. Et si je voudrais résumer un peu le livre de notre collègue, je me réfère à une étude de Jacques Le Goff sur les sociétés médiévales. Il écrivait ceci: l'avenir de ces sociétés médiévales, disait Jacques Le Goff qui parlait de la société médiévale chrétienne, leur avenir est derrière eux. Elles, les sociétés médiévales, marchent en tournant la tête en arrière. Voilà comment Jacques Le Goff étudiait le temps chez les médiévaux. Cette phrase par laquelle il résume le temps et la conception du temps au XIIIe siècle, XIIe siècle, pourrait parfaitement résumer le livre de notre ami. Exactement, nos sociétés marchent encore, hélas, en tournant la tête en arrière. Donc il faudrait plutôt faire l'inverse, marcher en regardant un peu les embûches qu'on peut rencontrer et trouver les moyens pour les dépasser. Voilà, très brièvement, pour ne pas répéter ce qui vient d'être dit. Maintenant, je voudrais passer à poser quelques remarques et quelques idées qui ne sont pas directement adressées à notre ami, mais qui pourraient être sujet à discussion. Alors, je lis la page 21, l'étude du corpus traditionnel limité ici à sa version sunnite ash'arite. Et là, je rejoins M. Abdelahad Siti. C'est limité au sunnite ash'arite, qui s'est imposé sans anachronisme parce qu'il est, dans une large mesure, toujours présent, structurant la conscience collective musulmane. Alors, il y a une chose plusieurs remarques. La première remarque, il faut savoir que l'ash'arisme est venu tard comme école théologique. Abul Hassan al-Ash'ari, il est né en 260 de l'Hégire, et d'après les livres d'histoire, il a fait le virage vers la tradition à l'âge de 40 ans. Donc c'est en 300, c'est-à-dire au début du IVe siècle, que l'Ash'ariya est né. Mais avant, c'est-à-dire il y a eu au moins un siècle et demi de théologie, et la conception du temps avant l'Ash'ari, c'était autre chose. C'était vraiment autre chose. C'était l'idée du progrès. Kindi parlait de l'idée qu'il faut aller chercher le vrai là où il se trouve, que toutes les sociétés participent au vrai, qu'il n'y a pas un vrai donné, mais il y a un vrai à construire, il y a une vérité à construire. Tout comme Jahid dans Hujaj al-Nubuwa, il dit des choses de ce genre, et même chez Ibn Qutayba, qui est considéré comme un orthodoxe, si Jahid est un adib mu'tazila, Ibn Qutayba est considéré comme adib al-Sunnah. Ibn Qutayba, lui aussi, estime que la vérité peut venir d'un domaine en dehors de la religion. Et la vérité n'est pas forcément aller faire la prière toute la journée, c'est c'était hajjud al-layl wa la kada wa la kada, wa innama mumkin an akhudha min majalat ukhra ila akhir. Donc cette conception
du progrès qui a dominé le 2e et 3e siècle commence à s'estomper parce qu'il y a eu un virage politique. Il faut dire les choses. En 200, le calife Moutaoukil, qui a pris le pouvoir en 332, il était assassiné en 247, Moutaoukil a fait un virage radical vers la tradition. Il a interdit aux chrétiens, aux juifs d'avoir des chevaux, des mulets. Il a détruit quelques églises. Il a interdit la visite des pèlerins chrétiens de venir dans les lieux saints. C'était un virage vraiment très... contrairement à ce qui s'est passé avec le Ma'moun et les autres qui ont précédé le Moutaoukil. C'est à partir de ce virage où on va voir justement le passéisme. Mais pas avant. C'est à partir 60 ans plus tard, Abul Hassan al-Ash'ari constitue justement le retour vers Al-Sunnah, vers le Coran, vers l'Akhirah. Et donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors moi je partage ici ce qu'a dit notre ami Abdel Ahad Sebti. Je ne crois pas qu'actuellement l'ash'arisme structure l'ensemble des sociétés musulmanes. S'il est vrai pour le Maghreb, par exemple, au Maroc, ça c'est clair. Je ne sais pas ce qui se passe en Algérie, en Mauritanie, peut-être en Tunisie, mais si vous voyez l'Arabie saoudite, c'est le wahhabisme. Il y a un conflit théologique très sévère, il y a des condamnations mutuelles entre le wahhabisme et l'ash'arisme. Bon, en Syrie, c'est pas l'ash'arisme. En Irak, actuellement, on sait ce qui se passe. Au Yémen, c'est le zaïdisme, c'est le chiisme, sans parler du monde chiite. Donc, la tradition ash'arite, je dirais plutôt, elle pourrait peut-être résumer la structure religieuse du Maghreb et de l'Égypte. Donc, donc, finalement, tout ça concerne uniquement l'Égypte jusqu'au Maghreb. Donc, alors, maintenant, une autre remarque concernant ce point, le point de le retour vers Sama et plus d'importance de Sama que l'Aql. L'ash'arisme, c'est vrai qu'il fait un virage vers les traditions. Mais il y a, si on lit par exemple Kitab Shamil fi Usul Din de l'imam Haramayn al-Juwayni, c'est vrai qu'il revient, etc. Mais l'arsenal conceptuel véhiculé, c'est rationnel. C'est une construction extrêmement complexe. Le Kitab Tamhid al-Baqillani, c'est au IVe siècle, 60 ans après l'Ash'ari, c'est extraordinaire comme construction rationnelle. Donc c'est vrai qu'il y a une primauté du dogme, tout comme chez les chrétiens, tout comme chez les... Mais le matériel par lequel ils vont prouver l'existence de Dieu et la conception de l'être, des attributs divins, tout cela, c'est un mécanisme rationnel. Et je crois que souvent nous, on croit qu'il y a eu une séparation ou bien un conflit entre raison et sama, aql et sama. Je crois qu'il y a eu une autre façon. Les anciens, nos aïeux, ils ont pensé les choses autrement. Ils vivaient les choses autrement. La religion, c'est-à-dire le sam et le aql, étaient tellement imbriqués, tellement interpénétrés, qu'il est impossible de trouver un théologien sans une rationalisation. Il est impossible de trouver même un philosophe sans un degré de religiosité. Si on lit par exemple la biographie d'Ibn Sina ou la biographie de l'imam Hujjat al-Islam Ghazali dans Al-Maqid min Dalal, on voit que la formation qu'ils avaient, qu'ils racontaient eux-mêmes, c'est une formation purement religieuse. Ça ne les a pas empêchés de travailler avec des concepts, de créer même des concepts, etc. Et même le hadith, et même le fait qu'actuellement nous on voit comme c'est de l'archaïsme, etc. Mais il faut voir le travail rationnel qu'ils ont opéré.
pour rassembler les dires du prophète, etc., aller voyager. Ahmed Amin racontait que Imam Malik voyageait à dos de chameau pour aller chercher tel descendant d'un sahabi, puis il écrivait et puis il ressemblait plus de 300 000 dires. Et après, il fallait travailler ça. C'est un travail de sociologue, un travail de terrain. Puis il faut trouver comment répartir ces dires selon les thèmes ou bien selon celui qui raconte. Donc, c'est vrai que la matière est religieuse, mais la façon de la travailler, je crois, je prétends pas avoir raison, je crois que le véhicule rationnel était présent. Donc, voilà, je crois, cette opposition que nous, on a tendance à plaquer sur les anciens, je ne crois pas qu'eux voyaient les choses de cette façon. Alors, il y a une phrase, à propos de la jahiliya. Je suis un peu surpris, celle de ligne. La subdivision du temps qui vaille et celle qui distingue deux périodes ontologiquement irréductibles, celle de l'ignorance des ténèbres dites de la jahiliya, opposée à celle de la lumière, de la foi et de la loi de Dieu. Alors, qui dit ça? Moi, franchement, chez le Jahid, je n'ai jamais trouvé, je peux me tromper, je n'ai jamais trouvé quelqu'un parmi les anciens qui considère que le Jahiliya, c'est l'ignorance. Je n'ai jamais... Au contraire, tous les auteurs, vous prenez Ibn Qutayba, le Jahid, vous prenez les traditionalistes, les non-traditionalistes, la présence de la poésie anti-islamique a été présente. Et je donne comme exemple Kitab I'jaz al-Qur'an d'Abdul Qahir al-Jurjani. I'jaz al-Qur'an. Il cite des versets, de la poésie anti-islamique. Vous prenez le Jahid, c'est une épopée de la culture anti-islamique est restée très présente. Ils en avaient besoin pour construire la grammaire. Ils avaient besoin pour construire la rhétorique. Ils avaient besoin même d'une façon religieuse, parce que ça veut dire que le Coran dépasse en rhétorique le reste, mais il fallait que quelque chose d'autre soit là pour qu'il y ait une comparaison. Donc l'héritage et le patrimoine culturel anti-islamique a été toujours présent. Et je crois que l'apogée le Jahiliya a été vénéré non seulement pour l'excellence de sa poésie, etc., mais aussi, et ça on le verra plus tard, c'est aussi par son organisation politique, par son organisation éthique, chez Ibn Khaldoun. L'éloge qu'il fait des Bédouins, des Rohal, ou le Badou, l'Arab, ou l'Arab, alors que Ibn Khaldoun est un orthodoxe, c'est un Ash'ari, son maître c'est Razali, sa référence c'est Razali. Donc je crois que eux, ils ne vivaient pas avec le Jahiliya autrement que ce que je viens de dire. Et même dans le Jahiliya, je voudrais, alors Ahmed Amin qui est issu de l'Azhar, dans Duha al-Islam, إن كلمة الجاهلية تدل على الخفة والأنف والحمية والمفاخرة. En fait, la jahiliya, c'est la démesure, c'est le hubris grec. Le célèbre poème Amr ibn Kulthum, ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهل. اللي فرع علينا فرعنا به أكثر من التفرعين ديالو. C'est un peu pour donner ça. Donc, le jahiliya, c'est la démesure. C'est quelqu'un quand il est heureux, quand il veut être fier, tu vois. Alors que l'islam, c'est l'humilité, c'est la pacification, et c'est la politesse, c'est tslim et la khali. Donc voilà. Alors pour une problématique du passif, est-ce que ne vous semble pas qu'on pourrait distinguer entre deux types de passifs?
un passéisme défensif, légitime, et un passéisme agressif, hégémonique, et tout ce qu'on veut. Et j'en veux pas pour preuve, c'est que quand la colonisation s'est installée au Maroc, par exemple, après les guerres, quand ils ont pacifié, ils ont maté toutes les rébellions militaires, ils ont commencé à travailler politiquement la société marocaine. Et 2 livres durant les années 30, 1934 et 36-38, il y a eu publication de 2 grands livres, grands par leur qualité mais aussi par leur quantité. Un livre de Abdullah Gnoun, An-Nubu'a al-Maghribi fi al-Adab al-Arabi, et un autre livre, L'Abbas bin Ibrahim al-Semlali, Al-I'lam biman halla bimurrakesh wa aghmata min al-alam. En 36, 38. C'est des sommes, c'est plusieurs tomes. Alors, dans les deux livres, les deux reviennent vers le passé. Faire un retour vers le passé. Abdullah Gnoun, il est en train de nous dire, dans l'introduction, il s'adresse aux gens de Mashrek, qui leur dit, attention, vous avez vos grands, mais nous aussi, on a notre culture, on a nos poèmes, nos poètes, etc. Tout comme Abdullah bin Ibrahim al-Semlali, il compte plus de 1500. C'est un nom qui est retenu par son fils, hein, et pas du père. Il cite plus de 1500 hommes de lettres, de théologiens, de savants qui sont passés par Marx. Alors, ce retour vers le passé, vers la mémoire, a été une façon de résister à la colonisation. C'était pas juste, il n'y a rien à faire, on va parler de nos ancêtres. C'était parce que la culture coloniale a été là pour effacer, pour dire qu'il n'y avait rien ici. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un film sur la Tunisie durant le protectorat. Le film commence par chanter les gloires de la colonisation, les routes qu'ils ont construites, les ponts, les voies ferrées, etc. Et puis la caméra passe tout de suite après vers les ruines romaines, à Tunis. Comme si, entre Rome et la colonisation, il n'y a rien. Alors, ce passéisme, il est légitime contre le négationnisme d'une culture externe. Ça, le deuxième, il me reste 2 minutes. Le deuxième passéisme qui, à mon avis, agressif, en 1900, durant les années 20, on voit en Europe le nazisme, le fascisme, mais on voit aussi le mouvement des frères musulmans en Égypte. Mais ça, c'est un autre type de passéisme qui n'est pas défensif, mais qui a une autre nature, dont on connaît un peu l'histoire. Voilà, Merci. Alors, Merci. de toute façon, c'est un grand livre, facile à lire, et il est très agréable, et c'est un souffle progressiste que nous avons tous salué. Merci beaucoup. Merci Sahmed Alami. Voilà, c'est allé, on a eu 2 lectures, quelques questionnements. Je ne sais pas si tu veux qu'on passe au débat, que tu répondes à quelques... Comme tu veux. Hein? Comme tu veux. Voilà. Pour ajouter au questionnement de mes amis, je veux aussi te proposer une interrogation qui me vient à l'esprit à partir, puisqu'on a cité beaucoup Abdullah al-Alaoui à propos de cette question de sunna et d'histoire et de cette sacralisation du passé. Il y a un moment chez Abdullah al-Alaoui, en parlant de le rapport des musulmans à leur histoire, il compare les autres religions monothéistes à l'islam
il dit une des spécificités peut-être de l'islam, qui est, comme on le sait, c'est un des derniers nés de l'Antiquité tardive, donc c'est l'une des dernières religions monothéistes de l'histoire. Il dit les musulmans ont l'impression que l'islam est né sous le soleil de l'histoire. Autrement dit, pour Abdullah al-Alaoui, très tôt dans l'histoire de l'islam, peut-être une centaine, 150 années après la mort du prophète, il y a eu une historiographie. On a commencé à écrire Sira, le Maghazi et tout le reste. Et cette historiographie est quasi permanente dans l'histoire de l'islam jusqu'à justement la campagne de Napoléon, jusqu'à Jabarti, etc. Alors, est-ce que cette différence, le fait que les musulmans, quand le musulman aujourd'hui reçoit les épisodes de la vie de l'islam tout le temps, à travers les époques, il a l'impression que l'islam ne cache rien. Il y a une sorte de satiété. On a tout sous les yeux, ce qui fait qu'il croit, quand il lit l'histoire, qui est une histoire religieuse, une histoire mythologique, une histoire légendaire, il croit que c'est de l'histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on discute avec les musulmans sur le passé, ils ont l'impression qu'ils l'ont reçu comme quelque chose de documenté. Quand on parle de hadith, on nous démontre comment ça a été collecté. Quand on parle de l'histoire, on voit comment ils ont vérifié les données, les événements, etc. Il y a dans la conscience des musulmans, comme si cette histoire religieuse qui a été écrite, c'est quasiment l'école des annales. C'est une histoire vraie. C'est une histoire qui dit les événements tels qu'ils se sont passés. C'est ce qu'il veut dire Abdullah al-Alaoui, né sous le soleil de l'histoire. Alors que c'est une histoire religieuse avec laquelle il faut prendre de la distance, avec laquelle il faut vérifier, etc. Est-ce que cet élément-là, spécifique à l'histoire de l'islam, n'explique pas aussi cette inflation de la présence du passé dans la conscience du musulman, à ton avis? Merci infiniment. سي علي تفضل لك خذ الوقت اللي يرضيك من بعد ونوفيغا لي ديبا. Je me fie à la décision que tu prends sur le déroulement de. Bon, je veux dire que c'est comme ça qu'on fonctionne d'habitude. Comme vous voulez. Donc je réponds aux interrogations des discutants. Voilà. Mais avant cela, évidemment, je voudrais remercier très fortement Janjar et la fondation qu'il dirige pour son invitation. Je remercie aussi mes collègues Septi et Alami pour le temps que je leur ai pris pour lire ce travail. Et je le remercie de la pertinence des interrogations ou des doutes qu'ils ont pu émettre à l'égard de ce travail. Évidemment, sur la question du temps, je veux dire, je suis à la fois un intrus dans la mesure où, voilà, un juriste qui interroge la conception dominante dans sa société et comment elle perçoit sa propre temporalité, celle du passé comme celle d'aujourd'hui, peut considérer que je n'ai pas de qualité particulière à intervenir. Mais il est évident que, venant du droit, un juriste qui n'a pas l'obsession du temps a un problème, non pas avec le temps, mais un problème avec le droit. Quand on est dans une société comme les sociétés en transition, c'est tous les jours que c'est très patent dans le cas tunisien en raison de l'existence de ce fameux code, le code du statut personnel. L'interrogation est de savoir, est-ce qu'on l'interprète, on le complète, on le fait vivre sous le prisme des normes du fiqh,
ou est-ce que on le fait vivre et appliquer en fonction des données objectives de la société actuelle. Donc on est là sur la question du temps. Et quand on pose cette question, on la pose aussi dans une perspective de futur, parce que toute décision qui est prise aujourd'hui par un juge, eh bien c'est une décision qui engage l'avenir, parce qu'il n'y a pas de norme qui soit faite simplement pour le présent. Toute norme est faite à la fois pour répondre à une interrogation actuelle, d'actualité, mais elle est là surtout pour non seulement pour durer, pour perdurer, mais elle ne produit ses effets, cette norme d'aujourd'hui ne produit ses effets que dans le futur, immédiat ou lointain. Et donc la question est, évidemment, depuis le temps que je fais du droit et que j'aborde ces questions qui sont renouvelées sous d'autres formes, est-ce que les principes de la charia doivent être la principale source ou l'une des principales sources de la législation? Bon, la question, dans sa dimension politique, tout le monde la connaît, mais dans sa signification temporelle, elle est importante. L'idée de source, c'est déjà se situer dans le temps, et dans un temps antérieur, en tout cas, par définition, puisque la charia s'est constituée dans le passé. Et la grande interrogation, je réponds probablement en partie aux questions que mes collègues ont évoquées. La grande question, c'est pas de savoir si on étudie le passé, c'est quel est le statut qui est donné à ce passé. Pour l'illustrer, si je regarde le droit, si j'observe le fiqh, est-ce que je le conçois comme étant un état du droit au passé, ou bien est-ce que si je m'interroge, si je suis dans un régime d'historicité moderne, est-ce que j'interroge le fiqh pour dire quel est le passé du droit? Bon. Et la grande difficulté du fiqh, qui est comparable à toutes les, c'est qu'il ne s'inscrit pas dans une temporalité universelle. Même quand on lit Ibn Khaldoun, par exemple, quand il parle du califat, il dit bien que c'est quelque chose d'exceptionnel, qui ne dure pas. Le pouvoir revient toujours, on revient toujours à l'exercice du pouvoir au sens profane du terme. Et puis, bizarrement, quand il aborde la question du fiqh, il aborde le fiqh comme quelque chose d'à part. Le fiqh n'est inscrit dans aucune continuité temporelle. Et ça, c'est tout à fait symptomatique dans notre rapport au passé de façon générale. Ce n'est pas uniquement la question. Pour moi, la question de la normativité est fondamentale, c'est l'enjeu principal. C'est l'enjeu principal selon que l'on est dans une société citoyenne ou on est dans une société communautaire. Alors, si on est dans la communauté, on appartient au passé. Si on est dans une société citoyenne, et donc construite autour du droit, nous sommes dans les temps actuels. On peut les qualifier de modernes ou pas modernes, ça c'est autre chose. Alors, il m'a paru important, alors au-delà de ce que l'on peut observer sur la fascination qu'on a, si vous regardez, vous écoutez les médias arabes à l'occasion de la Coupe du Monde de football, ce qui est frappant, c'est que toutes les réponses sont données au nom de l'identité et de l'identité du passé, et non pas de ce que nous sommes au présent actuel. Et c'est symptomatique, on dirait, qu'ils se sont donné le mot. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas un livre. Si j'appelle au corpus traditionnel, je ne suis pas ni un philosophe, ni un historien, pour moi, ce sont des arguments que j'utilise pour ma propre démonstration. Je ne refais pas l'histoire de l'acharnisme,
Pour enlever toute ambiguïté, je crois que quand je parle, je me consacre à la question de l'islam sunnite ash'arite. Le terme ash'arite n'est pas utilisé comme un qualificatif du sunnisme. J'ai mis un trait d'union entre les deux. C'est parce que on peut parler de sunnisme, je crois que je l'ai mis en note. Il y a sunnisme si on regarde le système de normativité, il y a ash'arisme si on regarde du côté de la théologie. Voilà, ça c'est pour... et évidemment, si Alami évoque Jahar Ibn Khaldoun, je veux bien, mais ce sont les rationalistes de l'islam. Je sais qu'Ibn Khaldoun se revendique de l'ash'arisme sans mettre, et encore, j'ai sur un certain nombre de questions quelques doutes sur sa fidélité à l'ash'arisme. Mais ce n'est pas le cas de Jahar, qui est un Mu'tazili. Et encore une fois, toute la question est de savoir, encore une fois, moi j'utilise ce qu'ils nous disent, et il y a des questions qui sont extrêmement importantes. L'ash'arisme, j'utilise l'ash'arisme à partir du moment où il devient la pensée dominante, c'est-à-dire avec l'écrasement de la pensée mu'tazilite, avec sa victoire totale, que Averroès mentionne. Au XIIe siècle, Averroès écrit, je crois, fait le Kashf, il écrit, il y a un courant de pensée qui a la victoire totale aujourd'hui, c'est l'ash'arisme. XIIe siècle, il le dit. Moi, je suis parti de là. Donc, mon propos n'est pas de faire une histoire des idées philosophiques ou des idées théologiques de l'islam. C'est absolument pas mon propos. J'ai une pensée dominante qui, qui a façonné la conscience collective des sociétés musulmanes, et je ne traite pas de toutes les sociétés. Je ne connais rien à l'islam africain, encore moins à l'islam asiatique, donc j'en parle pas. Je parle de ce que je sais, et il me semble que c'est un espace suffisamment large pour que ça mérite ce travail. Alors, là aussi, sur le statut de la raison, il y a une différence entre reconnaître l'autonomie de la raison et concevoir un travail ordonné. C'est vrai que la collecte des hadiths s'est faite de façon ordonnée, mais il n'y a pas, cela ne relève pas du règne de la raison, parce que le contenu des hadiths ne sont pas soumis à la critique, parce que c'est un mécanisme purement formel de vérification de la chaîne de transmission de ce qui est supposé être un dit ou un fait du prophète. Alors bien sûr, sur un certain nombre de questions, on peut discuter, et on peut toujours, l'idée de progrès, bien sûr, quand je cite Kendi, Averroès, tous ces gens-là, la quête du savoir dans les communautés, dans les communautés humaines antérieures, et tout, etc., c'est évident. Il n'empêche que nous sommes dans une logique qui est une logique de la répétition, que nous avons hérité justement il faut lire les auteurs qui vous disent la raison ne sert à rien, et tout, etc. Et ils sont légion. Donc moi j'ai pris ce qui me paraît être caractéristique de la pensée dominante. Et pourquoi je me suis mis à parler de l'ash'arisme? C'est pas par pédantisme, c'est que j'ai observé depuis Bouteflika jusqu'en Tunisie, d'après la révolution de 2011, un rappel explicite de notre appartenance non plus seulement au rite malékite, mais à la théologie ash'arite. Je me suis dit, ça ne peut pas être le fait du hasard. Et il y a même des hommes politiques de l'opposition qui, de temps en temps, rappellent notre appartenance, l'appartenance de la Tunisie,
non pas au rythme malékique, parce que ça c'est du fiqh et c'est de la réglementation, mais notre ash'arisme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi subitement ce rappel? Alors que personne en Tunisie, enfin très peu de gens savent en Tunisie ce que c'est que l'ash'arisme. Quand j'en parle avec des amis comme ça dans une discussion familiale ou amicale, ils me disent c'est quoi? Et pourtant les médias, je ne sais pas si c'est le cas du Maroc ces dernières années. Officiel. Comment? C'est officiel. Non, c'est un discours officiel. Oui, non, mais le fait qu'on le rappelle, c'est le fait qu'on le rappelle qui... et cette conception dominante, elle est relative au temps. Là aussi, je ne reconstruis pas la conception du temps dans l'islam de façon générale. Je conçois, j'utilise simplement ce discours du corpus traditionnel comme un paradigme, je dis bien paradigme explicatif de notre posture face au monde, face aux autres. Et bon, je ne sais pas, le passéisme défensif et agressif, pour moi le passéisme, encore une fois, c'est la question du statut qui est attribué au passé. Est-ce qu'on tient le passé pour quelque chose de révolu, ou est-ce qu'on tient le passé pour quelque chose qui est aux commandes de notre vie actuelle? C'est ça la vraie question. Est-ce que nous sommes dans un flux du temps, c'est-à-dire où le passé est passé, est passé, il laisse des traces, il envoie des ondes, oui, mais c'est du passé. Si le passé n'est pas passé, ça veut dire qu'il est normatif, ça veut dire qu'il faut le reproduire au présent et il faut l'homologuer au futur. Encore que j'ai quelques doutes sur la conscience des trois temps explicitement formulée dans la pensée traditionnelle, puisque elle fait du temps un temps discontinu, création renouvelée d'instants par Dieu à partir du néant, et entre un instant et un instant il n'y a rien, il y a du vide. Évidemment, on peut dire ah mais Averroès, oui, Averroès dit le contraire. Il dit entre un instant et un instant, il n'y a pas de vide, il y a du temps. Mais je ne pense pas que Averroès est le marqueur le plus important de la conscience collective de nos sociétés. Je crois plutôt c'est le Baqalani, c'est le Jouaini, c'est le Razeli, il est un peu moins sur la question atomiste et la question de la discontinuité, moins claire, mais en tout cas la question de la discontinuité du temps est fondamentale. Transposée sur les événements historiques et sociaux, eh bien cela signifie qu'il n'y a pas un flux des événements, qu'il n'y a pas de causalité, que les événements sont singuliers, sans relation les uns avec les autres, sans relation les uns avec les autres. Moi j'aime bien l'image que donne Sansal, le romancier algérien, dans un livre 1984, je crois, où il raconte la visite d'un certain Ali dans un pays imaginaire qui ressemble beaucoup à un pays islamiste, et qui rend visite à un musée où chaque salle de musée est séparée des autres salles. Et on visite le musée salle par salle, chaque salle ayant sa propre clé. Et au début il n'y a rien, et à la fin il n'y a rien. C'est le néant initial et le néant d'après. C'est tout à fait ça la conception dominante du temps dans la tradition ash'arite, même si l'atomisme a été abandonné, mais la discontinuité du temps a été maintenue. L'instant ne fait pas le lien entre le passé et le futur. Il met fin au passé et il fait commencer le futur. Point de présent. Mais ce n'est pas
ليس بوصل هو فاصل وليس بوصل. Ce que évidemment conteste un Avicenne et ce que conteste Averroès. Bon, en gros, voilà, ce sont ces problèmes que j'ai. Alors, je ne peux pas esquiver la question de savoir si la tentation passéiste n'est pas une tentation essentialiste. Je sais, en général, c'est l'un des reproches. Ce n'est pas moi l'essentialiste. Ce sont ceux qui parlent aujourd'hui de l'islam qui sont essentialistes. Moi, je ne fais que analyser ce que j'ai sous la main. Mais évidemment, si j'étais essentialiste, je croirais que les choses ne changent pas. Or, c'était tout à fait le contraire de ce que je pense. Ce n'est pas moi. Ce sont tous les discours qui sont tenus sur les sociétés musulmanes qui font de l'islam, qui donnent de l'islam une vision essentialiste et une définition essentialiste. Alors, تراجع المجتمعات الإسلامية من القرن 12, oui, sur le plan économique, oui, bien sûr. Le mujtama'at al-islamiyya, j'entends l'espace qui est le nôtre, c'est-à-dire l'espace méditerranéen. C'est évident que le tournant du XIe siècle est un tournant capital. Les pays occidentaux ont commencé à faire redémarrer la machine économique, à innover sur le plan technique, alors que le monde musulman est resté dans une forme de stagnation, annonciatrice de ce que notera Ibn Khaldoun au XIVe siècle. Ibn Khaldoun, il a un passage qu'il a enlevé de la Muqaddma, mais que Abdelaziz Shadedi, Abdeslam Shadedi a reproduit dans sa traduction. Il dit: il y a un passage de témoin du sud vers le nord. Voilà. Mais du sud, il dit bien du sud. Min al-janoub ila shamal. Et pour lui, ce sont les paramètres économiques et le retour de la philosophie. Ça, c'est Ibn Khaldoun. Bon. Donc, on ne peut pas considérer que ce processus, évidemment, il décrit par la suite tous les aspects de la régression, et je reviendrai à votre question sur l'involution et le principe de non-régression. J'ai posé une interrogation s'il y avait une possible réponse normative à l'involution, à ce que j'ai appelé la démodernisation de la société tunisienne, qui est un travail qui continue à s'accomplir malgré ou peut-être grâce au départ des islamistes. Est-ce qu'il y a une réponse d'ordre quasi juridique pour dire qu'il y a un frein à ce processus de régression? C'est ce que j'ai appelé emprunter au droit de l'environnement. C'est l'un des rares passages où ma formation de juriste m'a servi à quelque chose. Donc, pour dire qu'il y a un principe de non-régression, on a le droit d'améliorer les droits, mais on n'a pas le droit de revenir en arrière. Voilà. Merci infiniment, j'ai été trop long. Merci Serge pour toutes ces explications et éclaircissements. Bon, la parole est à la salle. S'il y a encore des questions. Bonjour tout le monde, je salue cette intersection. Un peu plus fort. Bonjour, je salue tout le monde. Je suis ravi d'assister à cette présentation du livre. Et je salue aussi cette intersection entre jeudi dernier, nous avons assisté à M. Blaise aussi, et aujourd'hui nous assistons à M. Mouzrani autour d'une question de la conception du temps. Et je veux seulement poser une question autour du temps liturgique et du temps hagiographique chez M. Septi. Il parle de Zaman Maqabi.
Et si nous, on sait que ce même Maccabi, c'est un attachement au symbole et au saint. Et ce temps liturgique est un attachement au rite. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une intersection entre ces deux conceptions. Et j'ai aussi remarqué une sorte de... quand vous parlez de l'état inachevé ou bien ce retour au passé, ou cette transition qui ne se termine pas. Est-ce que cette transition, est-ce qu'on peut dire que cette transition est inachevée et est tirée de la condition politique en Tunisie? La question c'est que jusqu'à quel point cette condition politique oriente le travail ou bien la pensée de celui du chercheur. Je veux dire que est-ce que la conception du temps a une différence entre l'historien et le juriste ou encore le philosophe? Merci. C'est comme. شكرا للمتدخلين على هذه الجلسه الممتعه. في الحق انا تصفحت، ما كانش عندي الوقت، ولكن تصفحت العملين معا ليتا inachevée ولا تنتاسيون باسيست. وما اثار انتباهي هو التركيز على ملاحظه جد مهمه، هو ان العالم الاسلامي ككل يعيش واحد النوع ديال الصراع في فهمه للزمن. فصراع الازمنه في الزمن الحاضر، الماضي والمستقبل، ولكن اين يتصارعا في الزمن الحاضر؟ وبالتالي يغيب عنا نفهم الماضي وكانه حاضر، ونفهم المستقبل وكانه لا زال متشكل، لا زال في الحاضر. في حق هذه القضيه هي تثير قضيه جد مهمه تراود عنها دائما، هي قضيه القطيعه. قضيه القطيعه. ما جاء في الكتابين معا هو النوع ديال لا نوستالجي، هو الحنين الى الماضي، وهو حنين نجده سواء عند السنه ولا عند الشيعه. دابا الشيعه ولاو عرب، مابقاوش غير الشيعه الايرانيين. وهذا النوع ديال الحنين نجده بالنسبه لماضي بعيد ولماضي قريب. الماضي القريب به ابدا هو وذكرته في الكتابين معا، الحنين الى زمن ذهبي قريب، زمن بورقيبه حتى زمن بن علي في وقت ديال الازمه، حنين زمن بن زياد بالنسبه للمغرب الاوسط، جمال عبد الناصر بالنسبه لمصر، وحنين بعض الرموز كذلك اللي عندنا في المغرب. هذا ينضاف الى الحنين البعيد، الزمن الذهبي، زمن الرسول، زمن الخلافه. عند الشيعه اكثر من ذلك، وحتى عند السنه، يعني الزمن يتوقف عند هذه اللحظات الذهبيه. عند الشيعه اكثر من ذلك، الزمن يتوقف عند الحسين، وحتى عند الامام الغائب في المئة عشر، توقف الزمن، ننتظر ان يعود ليستأنف الزمن مسيره. كانت هناك بعض الارهاصات وذكرت بعضها ديال الثوره الكماليه، كمال اتاتورك، وبالفعل قبل الثوره الكماليه في القرن التاسع عشر بعض التنظيمات كان هناك محاوله لفهم اخر للزمن. الجاهليه مثلا في الفتره ديال التنظيمات في النصف الثاني ديال القرن 19 اصبح لها فهم مغاير. فالجاهليه ليست ما قبل الرسول، ولكن الجاهليه هي فتره ممتده من سقوط روما الى سقوط القسطنطينيه. والفتح لم يعد الفتح هو فتح مكه، ولكن هو فتح القسطنطينيه. وهذا اعطى واحد الفهم معين في هذا زمن التنظيمات، هو اللي عطى من لو سيكل ديال التاريخ، ماشي هو لو سيكل ديال السلاطين، ولكن لو سيكل ديال العصور، وهو اللي عطى ديك الازمنه المتعدده، الزمن الديني ديال الفرائض ولا غير ذلك، والزمن المالي ديال تدبير امور الدوله، والزمن الغريغوري اللي هو زمن العلاقات مع الغرب، والزمن المدرسي اللي فتح افاق ديال المتمدرسين بين يتعرفوا على ما كان يجري في الغرب. هذه قضيه القطيعه. لماذا هذه الارهاصات لم تستمر مثلا؟ هل لان المؤسسات كانت غائبه في تونس وبالتالي ظل الزمن الاسلامي
يعني مخفيا إلى أن ظهر من جديد، لأن المؤسسة الواحدة التي كانت موجودة هي المؤسسة العسكرية. نعود إلى إضافة القطع إلى قضية التراكم. في التجارب الغربية هناك أشياء تنقصنا. الفو فيكسي لو طون ما خصوش يعني يبقى هكا ممتد، ولكن خصو بحال اللي جرى في المجتمعات الغربية. هناك أشياء تجعل بأن هناك علامات، وهذه العلامات هي اللي تعطي واحد النوع ديال التراكم. هناك المعرفة، متغيرات المعرفة، هناك المؤسسات، هناك القوانين، وهناك بعض الأحيان الأحداث، الثورة الفرنسية وغيرها. وهذا اللي تنقيو علامات في الزمن هو الذي يمكن من أن يكون الزمن ليس بداخلي، ولكن أن يكون خفي وربما يتطور. وهنا عندنا هذه العقدة ديال التثمين بعض اللحظات، بحال الأقواس تنفتحوا القوس وتنسدوا وتنعاودوا نبداو من جديد. وهنا تنستشهد بواحد تنقولوا التراكم من سيتاسيون اللي كاين في الكتاب تاع لي تنظن ديال طائنا شوبي، واحد الوالي ديال تونس الذي يصدر مرسوم ويقول هذه الكلمه اللي عندها معنى باش نفهموا التراكم: التزم به ويلتزم به من ياتي من بعدي. اذا القضيه ديال القطيعه قضيه التراكم. شكرا. Alors, puisqu'il y a des réponses. J'ai pas de réponse particulière. Seulement. Je serai bref. Donc je veux faire peut-être une remarque par rapport à la question de la tradition musulmane, le lek, الثقافي الإسلامي. On ne peut pas le dissocier avec la question de la foi, car on ne peut pas répondre à la question, j'estime, de façon directe sans obligatoirement se positionner, c'est-à-dire, autrement dit, se poser la question: si je considère le texte fondamental, à savoir la révélation et la sunna, de la tradition prophétique, ce qui nous a amené à conclure, je parle d'une hypothèse qui veut dire tout simplement j'accepte que l'essence est divine, donc il est intouchable, il est infaillible, et de ce fait je vais la transposer et la faire durer dans le temps, même pour ceux qui ne sont pas vraiment, qui ne croient pas, même pour ceux qui ne croient pas obligatoirement. Donc je crois que je me fais comprendre. Ce que je veux dire, si par exemple je pars que c'est l'homme qui fait l'histoire et celui qui est maître de son histoire, je peux discuter et partant, je peux remettre en cause qu'elle avance dans le bon sens ou bien en régressant. Mais si jamais je parle de postulat infaillible, inviolable, c'est de là qu'on va paraître le penchant régressiste ou bien pro ou bien arabe. C'est-à-dire parce que pour lui tu ne peux pas toucher les fondamentaux, parce que tout simplement c'est la foi. Et je crois que la question, moi de moi l'idée de vouloir prendre le dernier mot, mais tout simplement je pose des questions à même de nous éclaircir sur la problématique et poser les vraies hypothèses pour arriver aux bonnes conclusions. Merci. Merci. Il y a deux questions. تفضل سي علي. Merci. Non, je voulais répondre encore que je n'ai pas très bien entendu la question, mais sur le temps liturgique. Ce qui m'a intéressé dans cette rétrospective sur
l'histoire de la relation au temps mesuré, parce qu'il s'agit du temps mesuré cette fois-ci, qui est l'objet d'un conflit de temporalité, hein, comme il y a un conflit de normativité. Ce qui m'a intéressé et qui a motivé le maintien de ce chapitre, c'est comment une pratique de correction des mois lunaires connue de toutes les sociétés antiques, connue des Arabes d'avant l'islam, eh ben, a été proscrite et prohibée sur la base d'un verset, si ma mémoire est bonne, selon lequel إنما النسي زيادة في الكفر. Donc, et le problème n'est pas là. Le problème, c'est, et tout le monde connaît les travers que cette interdiction ont généré et comment, dans la réalité, c'est pour ça que nous avons un rapport, l'islam sous les lumières de l'histoire, je ne suis pas sûr, c'était pas très bien éclairé, parce que nous ne connaissons pas les vraies histoires. Est-ce qu'on sait, par exemple, que tous les empires musulmans avaient de facto le double calendrier, lunaire et solaire. Pour les impôts sur la propriété agricole, ça ne pouvait pas être le mois lunaire. Ça ne marche pas. Et comment, jusqu'à maintenant, comment les difficultés de l'introduction de l'horloge, les deux temps, le rythme de la vie quotidienne, est-ce qu'on rythme la vie quotidienne en fonction du temps de la prière ou est-ce qu'il y a un autre temps? Est-ce qu'on s'arrête de travailler parce que c'est l'heure d'aller prier? C'est à la fois une question de relation au temps et une question de relation à l'histoire de nos sociétés, alors que la flexibilité est une question qui est relative à notre présent et à notre rapport aux autres. Tous ceux qui préconisent aujourd'hui, par exemple, de faire du vendredi un jour férié, n'ont rien compris ni à la signification du vendredi, ni aux implications et au caractère catastrophique dont les Algériens se sont rendus compte plusieurs années après. Le vendredi n'a jamais été un jour férié dans la tradition musulmane. C'est jour de commerce. C'est là que les paysans descendent en ville pour échanger, pour conclure des contrats, pour vendre leur production, pour acheter ce dont ils ont besoin. En faire un jour férié, c'est catastrophique. Sans compter que quand on fait un jour férié, qu'on prend la veille comme week-end, pour donner le week-end, les Algériens étaient en contact avec le monde extérieur 3 jours par semaine. C'est pas propice pour les affaires non plus. Donc voilà Pourquoi les chrétiens fêtent le dimanche aussi et moi l'église? c'est pas les chrétiens. Enfin, les... Non, c'est les Romains. Mais c'est ça le problème. D'abord, ce n'est pas une fête chrétienne. Dans le christianisme, ce n'est pas un jour de repos. Le dimanche n'est pas un jour de repos. Et même c'est punissable si on en faisait un jour de repos. Et vous, c'est le samedi. Shabbat, c'est autre chose. Voilà. Chez les juifs, c'est un jour de repos, le Shabbat. Mais pour les chrétiens, pas du tout. Déjà, il commence. Comment? Déjà, il commence vendredi, avant le samedi. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. C'est parce que le jour ne commence pas le matin. Le jour commence la veille au coucher du soleil. C'est ça le jour des sociétés traditionnelles. Alors, est-ce qu'on va continuer à fonctionner selon les mécanismes traditionnels? Donc là, maintenant, à cet instant, c'est le coucher à Dieu, nous sommes déjà vendredi et on n'est plus jeudi. C'est ça. Donc, voilà. Bon, moi je ne suis pas d'accord que
la nostalgie pour le temps de Bourguiba soit une nostalgie pour le passé. Et au contraire, c'est une réactivation du présent parce qu'il correspond à des données actuelles et il s'agit de reprendre le processus. Et ce n'est pas de la nostalgie, ça. Non, ça c'est faire le lien. Et c'est en appeler à l'accumulation, précisément. C'est ça l'accumulation. Mais il n'y a pas d'accumulation et il n'y a pas de progrès sans la capacité à la rupture. Sans la capacité à la rupture, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a pas de rupture? Pourquoi? Jusqu'à maintenant, pour toutes les sociétés C'est musulmanes. tout l'objet des livres. C'est l'objet de dire. Oui, mais Il n'y a pas. D'abord, il y a des choses qui se font malgré nous. Et toute la question est de savoir si on veut avoir la maîtrise de notre vie ou si on doit vivre les choses inconsciemment. Shaigan parlait d'une occidentalisation inconsciente. C'est vrai, pour la plupart. L'attente. Et donc non maîtrisée. Voilà. Alors sur la question de la foi, quand on aborde des faits sociaux, moi je n'interroge pas la foi. Ouais. La foi c'est le fort intérieur et c'est tout le problème. Tout le problème. Quand on n'a même pas besoin de dire la parole de Dieu est sacrée, elle est plus que sacrée puisqu'elle est co-substantielle à Dieu selon l'ash'arisme, encore une fois. Lorsqu'on a décrété que le Coran est incréé contre les Mu'tazilites, on a institué une parole éternelle dans le double sens du terme kalam Allah azali wa abadi. Et donc il n'y a rien à modifier. Il n'y a rien à, mais ça c'est pas l'histoire réelle. Ça c'est l'idéologie. Parce que personne ne peut démontrer que la parole de Dieu est créée ou incréée. Ça personne. C'est un point de vue. Mais maintenant, si vous dites la parole de Dieu, le Coran est créé, si on l'avait conçu comme étant créé, peut-être qu'on aurait pu l'inscrire dans un contexte historique. Et ça n'a pas été le cas. Les Mu'tazilites ont perdu la bataille très tôt, et voilà, mais on ne fait pas l'histoire à rebours. Non, la question de la foi, c'est chacun pour soi. Hein. Oui. Merci beaucoup. Je sais pas. Merci Siani. Là, vous avez un aperçu des questions qui sont posées. C'est un livre dense. Où il est question de beaucoup d'autres problèmes qu'on n'a pas posés. Toute l'étude qu'il fait de la théologie musulmane, la notion de l'atomisme, la constitution de ces notions, cette notion du temps, la langue arabe, les noms du temps. J'ai appris dans le livre que Zaman est un terme qui n'existe pas dans le Coran, par exemple. Et ça, j'étais étonné par ça. Et non, juste vraiment deux mots. C'est un livre qui condense ce que j'ai appris pendant les années de travail. Je n'avais aucune idée sur ce que j'allais découvrir. Et en lisant, parallèlement, je regardais ailleurs et j'ai appris que le verbe, que l'être en arabe se conjugue toujours au passé. Oui. Voilà. Donc, ça, merci.